vous pour votre courage. Dimanche matin pluvieux. On va parler d'un sujet dont on entend rarement parler. Et vous êtes des vénards parce que quand même, je vais partager avec vous un trésor. C'est ce que montre cette petite image. Un trésor dans le sens où vous qui êtes des professionnels de l'utilisation des techniques d'hypnose, de thérapie brève, vous avez des ressources, vous avez des outils, vous avez des capacités de prise en charge que beaucoup de praticiens, de soignants n'ont pas. Et vous avez une place en fait très importante dans la prise en charge de ce type de troubles dont on parle peu. On en parle peu parce que c'est assez récent comme concept, et il y a quand même malgré tout une littérature spécialisée assez abondante, mais qui n'a pas diffusé encore suffisamment dans la communauté des soignants. Donc voilà, c'est un peu une piste de réflexion que je voudrais évoquer avec vous, parce que, encore une fois, les praticiens en hypnose ont un rôle essentiel à jouer dans ces domaines. Alors, vous êtes donc des vénards, vous êtes des courageux, vous êtes des vénards, mais vous êtes aussi des prétentieux. Et oui, parce que vous pensez que vous êtes invulnérables. Nous pensons que nous sommes invulnérables. Allez, je vous mets avec vous. Et nous sommes, d'une certaine manière, symboliquement, dans notre démarche de soins, un peu dans une posture de toute puissance. Pas forcément assumée, pas forcément consciente, mais quand même, et aussi, pour certains, dans l'utilisation de l'hypnose, dans une démarche de manipulation, d'emprise mentale, et donc un peu de toute puissance. Je pense même que pour les plus sévères d'entre nous, ils pensent que le fait de s'occuper de la santé d'autrui va leur garantir un accès direct au paradis. Je ne sais pas. Hein. Vous avez compris que je lance des pistes et des graines de réflexion. Alors, l'objectif, on va parler de ces deux troubles. L'objectif, c'est d'arriver... Ah oui, mais j'ai voulu un pointeur. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que j'ai un truc qui ne colle pas. J'avais 2 secondes. Installé comme il faudrait. Voilà. Ah bah pour vous, on fait le meilleur. Voilà. Bon comme ça. Donc, voilà. L'objectif, c'est d'arriver à ça. Alors que, sur une base régulière, au quotidien, c'est plutôt ça. D'accord. Ça, vous... Alors, comment on fait pour passer de ça à ça? Bah, c'est très simple. On va sur ChatGPT et puis on fabrique une image. Voilà, ce soignant n'existe pas. Et vous n'avez pas fini d'en voir du rêve qui n'existe pas. Donc, effectivement, ces troubles, on va parler de 2 troubles. Et alors, quand je dis comprendre le syndrome, c'est pas tout à fait, c'est une faute de frappe, c'est ces 2 entités qui touchent les professionnels qui sont dans la relation d'aide, les soignants. Notamment, pas que les soignants, il y a les soldats du feu, les soldats de la sécurité, etc., et puis les soignants, qui sont exposés à des situations
de stress modéré, léger à modéré au quotidien, voire de stress extrême. Et donc, c'est un enjeu parce qu'on est dans une situation de paupérisation des ressources de santé, de soins. On est dans une situation de paupérisation, enfin de contexte économique qui ne laisse pas augurer d'augmentation rapide et prochaine de ces effectifs, des contextes de déserts médicaux dans les régions, dans les territoires, d'augmentation de population en détresse sanitaire et sociale. Et donc il y a un peu une sorte d'effet ciseau qui fait que les survivants, nous allons être de plus en plus confrontés à des situations difficiles. Et il est important de s'occuper de la santé des survivants. Car il y a un risque de désengagement et on parle, enfin, les institutions, on connaît cette entité qu'on appelle le quiet quitting, quiet de silencieux et quitting d'abandon. Les gens qui sont en poste, qui touchent le salaire, mais qui en fait ne sont plus là, ne serait-ce que dans leur tête, et font un travail automatique, et en fait sont soit en train de chercher autre chose, soit en train de voilà, pas être vraiment engagés dans le soin, ce qui est une source de problèmes, de conflits, d'erreurs graves, etc. Donc il y a quand même une urgence à s'occuper des soignants qui, étant dans une posture un peu de toute puissance, ont tendance à sous-estimer la charge mentale du soin. Alors, deux entités. Hein. Donc il y a la notion d'empathie, on va dire c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui. On va développer un peu ce concept. La notion de compassion, c'est de souffrir avec, c'est d'accompagner dans la souffrance. Et la fatigue compassionnelle, donc c'est la surcharge émotionnelle liée à cette exposition répétée à la souffrance d'autrui, là où le traumatisme vicariant, ou le psychotraumatisme vicariant, c'est le fait de développer un trouble par procuration. Vicarious en anglais, ça veut dire par procuration. By proxy. Donc quelqu'un vous raconte un traumatisme et une réaction psychique normale, ou en tout cas, enfin, potentiellement anormale, mais en tout cas physiologique, et fait qu'il y a un phénomène d'identification et que vous en gardez une empreinte trop importante. Alors, dans le groupe précédent, Dominique Meglet était là et a donné une citation d'Hippocrate lui-même, dont je ne me souviens pas par cœur, mais dont l'idée c'est, la phrase c'est à peu près, le médecin est au contact de la souffrance et de la misère humaine et en contracte des chagrins personnels. En gros. Donc ça remonte, hein. Vous savez, dans le serment d'Hippocrate, pour les médecins, quand on prête le serment, il y a « je tairai la souffrance que je vois dans les maisons ». Secret médical. Mais quand on garde pour soi de la souffrance, de la misère, du poison, en quelque sorte, hein, et ben on s'empoisonne la vie. J'imagine que certains d'entre vous sont tout de suite la partie avec le roi et la lune, en disant attention, on s'empoisonnait un petit bout de poison tous les jours. Bon. Alors, c'est quand même très important de développer, de parler de ces deux troubles, parce que ça concerne une palanquée de professionnels, et que le soin, ça demande que le guide de haute montagne ou le pilote d'avion ou l'accompagnateur soit en état d'accompagner le soin. Et François Roustan dit « la thérapie commence par un saut ». C'est-à-dire que, et d'ailleurs je reprends Hippocrate qui disait lui-même, avant de guérir quelqu'un, de commencer à envisager de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les causes
du problème et à faire un changement. Donc, la thérapie commence par un saut, ça veut dire, à un moment donné, il va falloir être en rupture avec l'avant et accepter de se tourner vers l'inconnu de l'après. Vous savez, il n'y a pas de résistance à l'hypnose, il y a une résistance au changement. Tourner la page de ce poison, de ce symptôme toxique, que je sais toxique, mais qui est si familier que je reste avec, etc. Et François Roustan lui-même cite le philosophe Kierkegaard qui dit « Il y a un risque absolu à la liberté ». C'est-à-dire que la liberté, c'est l'autonomie, le prix de la liberté, c'est l'inconnu. Et c'est donc un risque symboliquement vital. Sauter dans l'inconnu, de se libérer du symptôme, ça veut dire je quitte mon accompagnateur fidèle et toxique pour l'inconnu. C'est un saut vers l'inconnu. Et pour accompagner ce saut dans l'inconnu, il faut que le moniteur de plongée il soit en état. Donc, il est probable qu'il faudrait intégrer dans nos pratiques, ce que nous ne faisons pas, cette composante de sanitaire, d'hygiène du rôle de soignant. Ce que nous n'avons absolument pas appris, ce qu'on ne nous a pas appris, est-ce que nous ne pratiquons pas du tout, ni à titre préventif, ni à titre curatif. Donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Et cet atelier a vocation à préparer une formation de 2 jours pour les soignants, pour leur apprendre des techniques de repérage près de leurs confrères et de prévention pour eux-mêmes et leurs confrères et des approches curatives pour ceux qui sont pris dans cette bulle toxique consécutive à la gestion du soin mal équipée. Alors on pourrait aussi développer des choses pour des professions exposées, comme par exemple le personnel navigant, qui est confronté à des attaques de panique et qui n'a, je pense, personnel navigant, mais je peux en citer d'autres, qui n'ont aucune formation sur la gestion des attaques de panique. Alors, le concept de trauma vicariant et de fatigue compassionnelle, on aime bien toujours faire émerger une figure tutélaire. C'est Charles Figley, professeur de psychotraumatologie aux États-Unis. Alors, il n'est pas le seul, mais il est un de ceux qui a commencé à faire émerger ces concepts. Ces concepts dérivent eux-mêmes du concept de psychotrauma, qu'on appelle aussi PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorder, et lequel a été identifié lors de la prise en charge des militaires, des vétérans de la guerre du Vietnam qui développaient des syndromes post-traumatiques et qui étaient pris en charge dans les hôpitaux, les Veterans Hospital, les VA, comme on dit, et où on a commencé à s'apercevoir que ces patients, ces militaires à la retraite, avaient des troubles assez reproductibles, assez systématisés, consécutifs à ce qu'ils avaient vu dans ces guerres qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, mais qui étaient quand même les premières guerres à haute intensité, avec des outils dévastateurs, napalm, etc. Et j'ai envie de vous citer ce film de Stanley Kubrick, hein, je crois que c'est Apocalypse Now, c'est ça, où il y a une scène de dissonance cognitive très éloquente, où on voit une scène de destruction voilà, des gens qui se font mitrailler depuis un hélicoptère, sur un air d'opéra, de chevaucher des Valkyries, tout à fait mélodieux, harmonieux, et voilà. Bien sûr, il y avait un message. Et aujourd'hui, on est dans une guerre qu'on nous sert à 20h, avec retranscription simultanée, enfin, c'est devenu chaud. Dès qu'il y a un drone, vous le savez, on vous dit le soir, vous êtes au courant. Donc on va vers une violence qui est devenue banalisée, hein, qui est devenue, on en reparlera tout à l'heure. Alors,
encore une fois, c'est assez récent, début des années 2000. Ensuite, transposition de ces phénomènes aux soignants. C'est un peu Figlet qui a développé ça, parce qu'il a commencé à étudier les soignants qui s'occupaient des militaires victimes du PTSD de la guerre. Et il s'est aperçu que les soignants eux-mêmes développaient des troubles. D'où cette notion de procuration. Et donc aujourd'hui, la fréquence, la prévalence de tous ces troubles est très mal connue. On ne sait pas trop, parce que c'est quand même assez récent. Et il faut monter des études, il faut des grosses cohortes, et on ne sait pas tellement. Alors ensuite, il y a par catégorie de population. Il y a des articles sur les gens qui travaillent dans les cimetières, des articles sur les... j'ai même vu une thèse de médecine vétérinaire, hein, des gens qui étudient sur les troubles compassionnels par procuration de patients, enfin de propriétaires d'animaux, etc., qui développent des troubles, et le soignant lui-même développe des troubles au contact de la souffrance du maître de l'animal qui est décédé. Ça peut aller assez loin dans l'exploration de différentes catégories. Je voudrais aussi faire une mention particulière dès maintenant, tout de suite, sur le fait que quand on parle d'urgence, de réanimation, on imagine tout de suite, on va chercher, bloc opératoire, on va chercher des soins qui s'exercent en milieu institutionnel avec des équipes, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi tous les professionnels libéraux qui sont seuls, et pour qui le débriefing en équipe, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas? Ben, c'est pas du burn-out, puisque ici on est aussi beaucoup dans une surcharge émotionnelle, hein, donc c'est une sorte de burn-out émotionnel, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les cadences, les charges de travail, le fait de terminer la journée en disant j'ai pas fait le tiers de ce que je devais faire et demain ça sera pire. Il y a cette surcharge mentale émotionnelle, hein, Hippocrate reçoit la misère d'autrui et en contracte de chagrin personnel. C'est pas tout à fait de la dépression, dans le sens où c'est quand même réactionnel à un environnement professionnel. Alors, il y a des dépressions réactionnelles, mais disons, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes que la dépression, mélancolie. Et puis, c'est pas du stress post-traumatique, puisque la personne n'a pas vécu elle-même le traumatisme. Donc, il y a un peu de ça, mais c'est pas tout à fait les mêmes entités. Là, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Et il y a aussi des facteurs de risque. Des facteurs de risque personnels, des facteurs de risque éventuellement institutionnels, et des facteurs de risque liés au matériel de travail, aux patients. Alors, les risques organisationnels, ben, on en a parlé, déserts médicaux, sous-effectifs, turnover, changement de collègues qui ne sont pas formés, qu'il faut former. Donc, en plus du boulot qu'on a à faire avec les patients, il faut former le collègue qui débarque, qui ne connaît rien. Et donc, toute cette charge mentale de se dire, oui, mais ça repose sur moi de former ma collègue qui débarque, qui est de l'équipe mobile, qui hier était dans une toute autre discipline, et que si elle fait une connerie, ça va être de ma faute, parce que le jour où on dira que je ne l'ai pas formé correctement en catastrophe, etc. etc. Donc des répercussions par procuration des problèmes qui peuvent survenir. Et puis, niveau management, bon, ça reste entre nous, mais moi je suis chef de service, j'assiste à une détérioration galopante des techniques de management dans les institutions privées ou publiques. On est à peu près au niveau du management dans les années 70 appliqué à l'hôpital. C'est-à-dire, on sait comment ça va se passer, hein, les suicides, on connaît. Hein. Donc le lean management, cette expression qui donne lieu à des séminaires de boîtes privées qui prennent bonne commission. Ce lean management, ça signifie, en gros, c'est le dégraissage du mammouth, hein, c'est-à-dire qu'on fait pareil ou plus avec moins. On va vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pareil ou mieux avec moins. En gros. Un lean, c'est le laminoir, quoi. On a, je sais pas comment le mot ne vient pas, mais c'est C'est avec un rabot. Oui, oui, si vous voulez, on rabote.
on affine les ressources pour les optimiser, pour tirer le maximum des ressources. Bon, aujourd'hui, ça consiste à pressuriser les gens, et quand ils tombent physiquement, on en prend le temps. On a maintenant des médecins du travail qui sont entre le marteau et l'enclume et qui disent aux agents, à la fin de la consultation, appelez les syndicats. Je ne peux rien faire, appelez les syndicats. C'est à peu près ça. Bon, mais c'est du vécu. Donc là, on va vers des problèmes. Ensuite, à titre aux patients, effectivement, il y a des patients plus graves que d'autres. Hein, quand vous vous occupez d'un patient qui a une rambarde d'autoroute en travers du thorax ou une baramine en travers de la figure, un rail de chemin de fer en travers de la figure, ce sont des visions traumatiques. Et puis il y a les choses spectaculaires, mais il y a aussi les décès, les fins de vie. Annoncer la mort d'un enfant etc. La violence à cause des délais d'attente aux urgences, il y a un petit panneau en disant si vous m'agressez, ça coûte tant. Et puis il y a les plaintes maintenant, parce que c'est la mode, porter plainte. Pour perte de chance. Et puis, les facteurs individuels, parce qu'on est tous dans une posture d'altruisme, peut-être pour certains de toute puissance, mais avec des équipements naturels en termes de capacité de distanciation, de résilience, etc., qui ne sont pas égales, et qui, pour certains, représentent des handicaps. Et puis aussi les vécus personnels que chacun a pu vivre en marge de son travail, qui peuvent éventuellement être des facteurs de répercussion, d'ancrage, sans forcément de lien avec ce qui se passe dans le milieu professionnel, mais nos cerveaux, pour le meilleur et pour le pire, utilisent ce que l'on appelle des biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, Ésope disait la langue est la pire et la meilleure des choses. C'est-à-dire qu'elle peut faire des choses formidables, et puis vous connaissez l'anecdote d'Ésope qui sert la langue à son maître. Je ne fais pas l'anecdote. Et bien les biais cognitifs, c'est pareil. C'est la meilleure et la pire des choses. Dans le sens où, je ne vais pas vous faire un cours sur les biais cognitifs, mais c'est extrêmement important que vous familiarisiez un minimum avec les biais cognitifs. Surtout pour les gens qui font du bon. Parce que, pourquoi l'hypnose est si puissante? Parce qu'elle représente des serrures, des clés pour les serrures que sont nos biais cognitifs. Et nos biais cognitifs, c'est le meilleur dans le sens où c'est ce qui a assuré la survie de l'espèce depuis des millions d'années. Ce sont des raccourcis, des modes de pensée qui ont été sélectionnés et qui font que nous sommes toujours là. Ce sont des processus d'automatisation de la pensée qui sont relativement grossiers, qui nous amènent à prendre des décisions erronées, mais l'évolution a sélectionné un système où on fait des erreurs, mais on les corrige. Et c'est beaucoup moins coûteux, énergétiquement, que de se concentrer pendant 2 heures sur un problème pour prendre la meilleure décision. Si je suis là, que je vois un buisson bouger là sous la table, dans les feuilles, là, et les fleurs, et que je prends toutes les statistiques des 10 dernières années sur combien il y a eu de serpents au Pays Basque au mois de septembre depuis 3 siècles, la température, la pression atmosphérique, oui, donc la probabilité que ce bruissement dans le buisson, ça soit une araignée venimeuse, est de tant de pourcents. Bon, entre-temps, le lion, il est venu, il m'a croqué, terminé, il n'y a plus d'histoire. Donc nous avons mis au point des systèmes de décision ultra rapides, potentiellement erronées ou abusives, mais qui nous ont permis de survivre. Et qui nous ont permis de survivre avec peu de denrées, peu de ressources, souvent à jeun pendant plusieurs jours, de sorte que, même à jeun depuis plusieurs jours, nous sommes capables de fuir s'il y a un bruissement dans un buisson,
parce qu'il y va de la survie de l'espèce. Donc ces biais cognitifs vont assurer notre, notre survie, pas que celle des hominidés, hein, des mammifères en général, des animaux en général. Donc ce sont des choses très anciennes, très puissantes, très robustes, contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter, mais qui peuvent aussi nous amener à faire des raccourcis de jugement et des erreurs de jugement. Et donc, effectivement, nous avons, je retombe sur mes pieds, dans nos biais cognitifs, notre équipement, à peu près 180 biais cognitifs, un truc qui s'appelle le biais de substitution. Et qui va relier des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, un traumatisme que j'ai vécu, et puis un nouveau traumatisme que je vais vivre dans le milieu professionnel, de sorte qu'il peut y avoir des associations irrationnelles qui vont se faire. Je vais en parler. Alors, la difficulté, c'est que la symptomatologie, elle est peu spécifique, elle est assez insidieuse, et vous voyez que toutes ces sensations que nous avons pu ressentir à minima, eh bien, on pourrait se dire que oui, mais bon, ça ira mieux demain. Et sans forcément établir de relation directe avec ce qui s'est passé au cours des derniers mois ou la semaine dernière à l'occasion d'un traumatisme professionnel. Troubles de concentration, pensée intrusive, bon, difficile d'établir un lien de causalité, surtout que ce sont des choses qui se constituent insidieusement au fil des années, hein, en fait, hein, en tout cas pour le syndrome de fatigue compassionnelle. Et vous voyez que tous ces symptômes sont assez insidieux et qu'il n'est pas du tout évident de les raccrocher à quelque chose lié au domaine professionnel. Parce qu'on a d'autres soucis dans la vie, avec sa famille, avec d'autres activités qu'on peut avoir. Et donc, il n'y a rien de très spécifique par rapport au domaine professionnel. C'est pour ça que je dis que c'est un poison insidieux, un petit bout de poison. Alors, cette diapositive n'a pas pour but, enfin, on ne va pas tout regarder, tout lire, mais ce que je voudrais me servir de cette diapositive pour vous dire que entre le syndrome de fatigue compassionnelle et le trauma vicariant, une différence importante, c'est que ce poison qu'on accumule, cette dose de poison qu'on accumule au fil du temps, elle peut être extériorisée d'une certaine manière, ou au contraire intériorisée et se retourner contre soi. C'est un peu comme si, dans le traumatisme vicariant, eh bien, ce poison se retourne contre le soi et construit des comportements post-traumatiques comme si on se les appropriait et on se les retourne contre soi, avec le cortège des troubles d'évitement, de qui-vive, d'anxiété, de réminiscence, etc., qui sont décrits dans le syndrome post-traumatique. Là où le syndrome de fatigue compassionnelle va plutôt avoir tendance à être extériorisé sur les patients, sur les collègues, sur l'environnement familial. Donc on a quelqu'un qui lâche un petit peu, qui est dans l'évitement, qui peut être parfois même un peu agressif, ou en tout cas un peu une sorte d'apathie émotionnelle. Et on s'en rend plus facilement compte, l'extérieur va plus facilement s'en rendre compte, que ce soit les patients ou les collègues ou l'environnement familial, que le trauma vicariant qui est internalisé. Et qui du coup est invisible, est moins visible. Donc la prévalence n'est pas facile à estimer. Ok? Ça va? Oui. Bon. Donc, une symptomatologie qui touche, on l'a vu, beaucoup de secteurs, hein, physique, émotionnel, cognitif, relationnel, et qui donc sont susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble des sphères de la vie du soignant. Et encore une fois, je ne parle pas que des soignants en milieu institutionnel, il y a aussi les soignants libéraux. Je pense en particulier aux psychologues et aux psychiatres, il y en a peut-être parmi vous qui se prennent toute la misère de leurs patients et ne peuvent pas forcément, sauf s'ils font, et c'est un peu plus répandu chez les psychologues et les psychiatres,
des intervisions et des supervisions. Mais en dehors de ça, et c'est possible que enfin, c'est intéressant de réfléchir au fait de dire est-ce que intervision, supervision ne devrait pas être étendue à tous les soins. J'ai entendu. Alors, juste, oui, je veux dire aussi avec ça, il y a une étude là, dont m'a parlé Laure Watney hier, qui a assisté au topo, qui est venue me voir et qui m'a dit, j'ai vu, je vais t'envoyer la référence, j'ai vu une étude d'une dame qui, Evelyne Perrineau, qui a participé à des études sur le quotient émotionnel, et il semble, les cohortes, je n'ai pas encore les détails, mais que les professionnels de santé, professionnels du soin, ont statistiquement un quotient émotionnel plus élevé que la population générale. Mais, quand on va un peu plus loin, donc ça peut expliquer leur posture, leur orientation, etc. Mais, quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit que dans ce quotient émotionnel assez élevé, il soit meilleur que la population générale pour comprendre l'état émotionnel de l'autre. Mais pas forcément de leur. Et donc, c'est intéressant d'aller dans ces choses-là. Il y a une appétence, mais il n'y a peut-être pas forcément une compétence. Alors, les conséquences potentielles, ben, j'en ai un petit peu parlé. Et des patients qui se rendent compte que le soignant n'est pas là. Je vais vous livrer un témoignage personnel. Depuis le Covid, ça fait 25 ans que je tiens la baraque, au service à Tours, au siège de Tours, et depuis le Covid, j'ai constaté pour moi-même un basculement, c'est-à-dire que j'étais beaucoup dans la pédagogie, dans l'explication, je travaille en pédiatrie avec les enfants et leurs parents, j'étais beaucoup dans l'explication, dans l'éducation thérapeutique, dans l'autonomisation, etc., etc. Beaucoup dans la détection des phénomènes de la communication non verbale des parents, etc., etc., utiliser des techniques d'hypnose, etc., etc. Donc je ne faisais pas la prescription mécanique de médicaments. Je n'étais pas un distributeur d'ordonnances. Je sais que certains collègues sont comme ça, mais moi, ce n'était pas ma posture. Eh bien, depuis la fatigue du Covid, j'ai vu que j'avais changé. Suite à, pas que le Covid, d'ailleurs, le Covid à mon dos, il y a plein d'autres choses, plein de fatigue, de projets, de management, etc. Mais je vois que quand je démarre les consultations, j'ai une petite usure. Je suis capable de dire que j'ai mesuré. Et je pense que si je me suis intéressé à ce sujet, c'est que j'en avais une expérience personnelle. Et d'ailleurs, vous verrez après les questionnaires, je vais vous parler. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans la consultation, ben, le naturel revient au galop. C'est-à-dire qu'après, on retrouve quelques minutes, on retrouve c'est comme le vélo, quoi, ça ne se doute pas. Mais, au tout début, avant de descendre à la consultation, je suis dans une espèce de posture d'évitement où ça me gonfle d'y aller. Et donc, forcément, je me dis, si ça s'aggrave, si ça s'amplifie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une consultation où je ne serai pas là et où je vais passer à côté d'un truc, où je vais me tromper dans la prescription et il va y avoir un drame? Donc c'est même ça, même le fait de sentir que ça pourrait arriver, c'est assez anxiogène. Et donc c'est pas du tout impossible que préparer cette conférence a été pour moi une thérapie. Qui n'est pas terminée.
Voilà, donc impact sur la qualité des soins, voilà, risque de plainte, d'erreur, il y a des dangers sur la qualité des soins. Euh, Impact sur la vie personnelle. Alors, je l'ai marqué là de façon subliminale, mais euh, on sait que les professionnels de santé ont un risque accru d'exposition à des addictions. Euh, voilà, la drogue, l'alcool, etc. Des risques accrus de suicide. Donc voilà, c'est pas rien, hein, des répercussions, il y a de contracter des maladies, alors, le lien de causalité est pas évident à développer, je parle pas uniquement des troubles psychosomatiques, mais même des maladies organiques, et puis des comportements addictifs aussi. Puis on l'a dit, sur le plan organisationnel, risque accru de turnover des équipes, ce qui déstabilise complètement les organisations, absentéisme, etc. Donc tout ça, ça a un coût pour la société qui est absolument majeur. Alors, la physiopathologie, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus pour deux raisons. D'abord parce que ça nous emmènerait loin, tellement il y a de choses à dire, et puis surtout parce qu'on ne connaît pas bien le mécanisme. Mais on a quelques pistes, et je vais lister quelques pistes pour vous donner à réfléchir. D'abord, il y a notre structure naturelle. Bien sûr, vous avez pensé depuis que je parle au neurone miroir, mais il y a aussi ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Ce n'est pas un très bon mot, parce que on ne comprend pas forcément très bien ce qu'est une théorie. On pense théorie physique ou mathématique. Mais la théorie de l'esprit, c'est un terme qui désigne l'apprentissage que nous faisons, que nous avons fait, de la reconnaissance des intentions d'autrui. Donc le petit enfant va apprendre au cours des premières années de vie que si papa ou maman fait les gros yeux, ça veut dire calmos, que si papa ou maman fait cette tête-là, ça veut dire je suis en sécurité, etc., etc. Que si une personne fait tel geste avec telle mimique, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord, ou qu'elle va me foutre un coup sur la figure. Enfin bon, donc on apprend tout ce répertoire intentionnel, comportemental, social, de vie et d'intégration des groupes, du groupe familial, social, scolaire, etc. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple caricatural, euh, la théorie de l'esprit est perturbée chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Difficulté à intégrer le positionnement d'autrui et donc qui ont plutôt tendance à se mettre en sécurité parce que les interactions sociales sont plus difficiles. Toute la littérature sur les neurones miroirs, alors on a dit aux conférences qui sont passées précédentes, est-ce que c'est une petite population, une moyenne population, une grande population? Est-ce que tous les neurones ont la capacité de sortir un miroir? Est-ce que, où est-ce que c'est localisé, etc., etc. Bon, même certains contestent l'existence des neurones miroirs, mais enfin, on a quand même, en tout cas, beaucoup d'éléments pour s'apercevoir qu'il y a une capacité à ressentir l'émotion de l'autre qui est bien réelle. Et puis il y a, on en a parlé, les biais cognitifs, hein, tous ces raccourcis, ces biais du jugement et des prises de décision. Ça, c'est très probablement impliqué dans la genèse, dans la physiopathologie de ce type de trouble, c'est-à-dire l'établissement d'associations irrationnelles. Qui peuvent même aller jusqu'à des explications de culpabilité. C'est-à-dire, je l'ai bien mérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le petit enfant, par exemple, il est le centre du monde. Il a besoin d'assistance pour survivre. Donc, comme on dit le proverbe chinois, seul le bébé qui pleure a du lait. L'enfant sait que
Il doit sa survie à son environnement. Donc il est dans une posture de « je suis le centre du monde ». Et toute l'attention est centrée sur moi, il y va de ma survie. S'il arrive un conflit entre les parents, des violences conjugales, etc., on sait que l'enfant va avoir tendance, sans pouvoir l'analyser et le nommer correctement, il n'y a pas plus traumatique, plus violent qu'un traumatisme innommable, c'est de se dire bah, c'est de ma faute. Ça doit être à cause de moi. Je les entends se chamailler, se battre, s'engueuler. Ça doit être à cause de moi. Forcément, puisque je suis le centre du monde. Donc, l'enfant a une capacité de culpabilité anormalement élevée et à remettre sur lui les traumatismes qui l'entourent, sans avoir la capacité de distanciation, de jugement, etc. Donc ça, c'est des choses comme ça. Je vais donner aussi, pédiatrie, on parle de conflit de loyauté. Alors, c'est pas pour pédiatrie, hein. Tout le monde peut être pris dans un double lien, un conflit de loyauté. Et donc, ces phénomènes-là nous font faire des erreurs de jugement. Je vous parlais tout à l'heure du biais de substitution. C'est un peu comme la phrase de Coluche, hein, « Posez vos questions, je répondrai aux miennes ». C'est un peu ça, c'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas les éléments nécessaires pour décider, notre esprit va utiliser ce qui est à sa disposition pour prendre la décision nécessaire. Je m'explique. Vous devez voter pour 2 candidats à une élection. Vous n'avez pas eu le temps de lire leurs programmes électoraux respectifs et vous vous fiez à ce que vous avez à disposition, c'est-à-dire la couleur de leur cravate et de leur costume. Et le cerveau dit, bon bah, j'aime mieux sa cravate à lui, je vote pour lui. Ça, c'est les biais cognitifs pur sucre. Mais qui, encore une fois, nous permettent d'avancer, de prendre des décisions, et puis de corriger éventuellement après si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Mais finalement, ça nous aide à avancer. Alors, des biais cognitifs, il y en a beaucoup. Il y a des biais de décision, mais aussi des biais qui vont aussi assurer notre survie. Par exemple, la première fois que vous êtes rentré dans cette pièce que vous ne connaissiez pas, votre cerveau a immédiatement identifié des sorties de secours potentielles, au cas où, sans que vous puissiez vous en rendre compte. En moins de 10 millisecondes, votre cerveau a analysé que là, il y avait l'air d'avoir une porte-fenêtre, là, il y avait la porte, que là, bon, ça n'a pas l'air de déboucher sur rien, ça doit être des portes de placard, c'est pas une issue de secours, donc en gros, il y a 2 issues de secours si jamais un prédateur rentre à la face. Donc, je l'attaque là. Donc ça, c'est des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, qui sont programmées depuis des millions d'années, et il est très vraisemblable que ces biais jouent un rôle dans cette transposition par procuration de traumatismes que nous n'avons pas vécus, mais auxquels nous nous identifions exagérément. Par exemple, pour se dire « Comment pourrais-je les éviter si ça m'arrivait à moi ?» L'enfant, quand il joue avec des monstres et qu'il attaque les monstres et des trucs de dévoration, il est dans un simulateur d'astronaute, dans un simulateur de vol. Il reproduit des situations d'agression, de dévoration, pour apprendre en simulateur comment se comporter si jamais un T-Rex arrivait dans la pièce. Donc ce sont des simulateurs de vol pour être capable de rentrer dans la vie autonome, environnante, sortie du ventre de la maman. Donc, nous développons des situations de simulateurs. Alors, nous pouvons nous dire, et ça, je pense que c'est pas très difficile en son fort intérieur de s'en rendre compte, de se dire, quand on nous raconte un drame qui est arrivé à quelqu'un, pendant une fraction de seconde, le cerveau se dit « Ouf, ça ne m'est pas arrivé à moi ». Très courte fraction de seconde. Mais la pensée traverse. Donc toutes ces pensées de « Heureusement que ça ne m'est pas arrivé à moi », « Comment je pourrais faire pour que ça ne m'arrive pas ?» et si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais, etc. sont des simulateurs, à notre insu, de situations qui ne nous sont pas arrivées, mais qui pourraient nous arriver, ou qui auraient pu nous arriver. Donc c'est assez naturel, en fait. Et donc les biais cognitifs vont... Alors là, j'ai cité 2 bouquins
deux grands maîtres des biais cognitifs, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie sociale, qui est psychologue américain. Donc, lisez ce livre qui est vraiment facile à lire, un système 1, système 2. C'est un gros pavé, mais facile à lire. Pour Cialdini, grand maître de ce domaine. Alors j'ai pris cette couverture parce que évidemment je trouvais amusant que le rond là derrière fait penser à l'hypnose, un logo qu'on utilise souvent. Il ne parle pas d'hypnose tellement, mais toutes ces techniques d'influence montrent bien que nous sommes basés sur des principes, des grands principes, le principe de sympathie, le principe de similarité, etc., des principes qui dirigent nos comportements. Il raconte à un moment une petite anecdote d'un monsieur, dont je vais oublier le nom, qui a été considéré comme le plus grand vendeur de voitures de tous les temps. Il est dans le Guinness des records, et ce monsieur révèle la technique qu'il a utilisée pour vendre des quantités astronomiques de voitures, beaucoup plus que tout le monde. Et il dit, bah, c'est simple, tous les mois, j'envoyais à mes clients mes contacts, enfin mes prospects, comme on dit, une petite carte postale sur laquelle je marquais « Je vous aime bien ». Aussi simple et puissant que ça. Alors, il y a aussi donc les phénomènes de dissonance cognitive, hein, tout ce qui sont les phénomènes de rupture de pattern, qui vont provoquer une surprise, une sidération, et donc des conclusions irrationnelles. Alors là, j'ai mis deux images. L'une qui rappelle l'expérience de Milgram dans le film Iconicar, où donc un monsieur est embauché dans une expérience et on lui demande d'envoyer des courants électriques de plus en plus élevés à un compère qui en réalité ne reçoit aucun courant électrique, mais qui simule d'être torturé. Et la blouse blanche, l'autorité supérieure, demande au monsieur de continuer, qui le regarde et qui lui dit non mais là, l'idée inconsciente, je ne vais pas continuer, je suis à 3000 volts. Et on regarde à quel moment le sujet se révolte contre l'autorité et dit non, ça suffit. J'ai aucune raison de torturer ce monsieur que je ne connais pas, qui n'a rien fait. Alors bon, c'est un peu sulfureux parce qu'on a dit que Milgram avait trafiqué ces résultats. Mais je regardais les vidéos des vraies expériences de Milgram. Il y a le film Conicar, qui est très très bien fait, mais regardez les vraies vidéos, les vrais sujets en panique totale, hein, de dire je suis bloqué, je dois obéir à l'autorité, et je suis en train de tuer cette personne. Et puis là, c'est l'expérience de H qui est un peu moins connue, mais non moins spectaculaire. C'est on demande aux gens de désigner, alors on fait venir des gens, sauf qu'en fait le seul qui est naïf c'est lui, ça c'est des compères et là c'est un compère. Et on demande aux gens, on leur montre ce trait et on leur dit quel est des trois traits celui qui est à la même longueur. Sauf que les compères là, ils vont tous répondre A. Alors lui, il ne comprend pas, il est étonné à la première, étonné à la deuxième, puis à la troisième personne, il se dit « mais je suis con, quoi, non, c'est le C ». Et en fait, au moment où c'est son tour de répondre, il répond pas. Et derrière, le suivant verrouille le truc en disant « ah ». Alors moi, j'ai fait ça en vrai avec des étudiants, et j'ai reproduit l'expérience de H, des d'hypnose très facilement. Et on a débriefé du comportement de la personne qui avait répondu A, en se disant ben, pour moi c'était C, mais comme j'ai vu que tous les autres là, ben, je me suis conformé au groupe. Parce qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être tué, la peur d'être mangé. D'accord? Donc ce sont des phénomènes de dissonance cognitive qui mettent dans un état même d'expérience de mort imminente. Et ça va... Alors, quand on a fait cet exercice en cours, il y a un des stagiaires qui a levé la main et qui a dit « Mais en conseil municipal, c'est pareil ?»
J'ai fait une formation la semaine dernière ici. Il y avait, dans l'assemblée, il y avait un monsieur qui était maire de son village et qui m'a dit la même chose par rapport. Il me dit, bah, moi, je vois ça aussi. En réunion d'équipe soignante. Voilà. Donc il y a des prises de décision collectives où il y a la pensée unique et on se retrouve dans des situations de dissonance cognitive où on se conforme au groupe en prenant une décision, en validant à contre-cœur une décision que nous ne considérons pas comme dans nos tripes comme étant juste, équitable, normale et correspondante à nos valeurs. C'est ça un manque de confiance. Si, mais il n'y a pas que le manque de confiance, il y a la force des biais cognitifs. En médecine, on applique, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi j'applique des stratégies thérapeutiques dont on nous dit que c'est celle-là qu'il faut appliquer, alors que, je ne sais pas ce que vous avez comme détail, mais c'est des trucs un peu techniques, mais par exemple, celui qui me vient à l'esprit, je m'occupe d'une maladie qui s'appelle la maladie de Recklinghausen, une neurofibromatose de type 1. Bon, ces gens-là peuvent avoir des manifestations parfois tumorales qui sont des tumeurs, des gliomes infiltrants, qui sont très très difficiles à retirer chirurgicalement. Et bien on continue de dire que la première ligne de traitement, c'est la chirurgie. Je sais pertinemment que c'est complètement absurde, d'autant plus que maintenant il y a des médicaments beaucoup plus élégants qui traitent ces neurofibromes bien plus élégamment que par un bistouri, mais ça ne se fait pas de dire en congrès que la chirurgie n'a aucun sens. Donc je continue de cautionner des trucs que je considère en mon fort intérieur comme complètement stupides. Et ça, on le vit tous dans nos métiers. On applique des trucs, nous on ne ferait pas ça, on pense que ce n'est pas la bonne façon de faire, mais apparemment il faut faire comme ça. Donc. Quand je commence à dire que les enfants hyperactifs, c'est une autre casquette, il faut le médicament pour l'attention, c'est très bien, ça aide certaines choses, mais il faut travailler la confiance en soi, et pour ça l'hypnose est extrêmement puissante et utile. Je suis pris pour un fou. Parce que je ne tiens pas le discours de la pensée unique, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'hypnose, mais ils jugent sans savoir. Alors que j'ai des dizaines de familles où les jeunes, aujourd'hui, vont très bien, et j'ai même pu arrêter les traitements, parce que les formations là-dessus, c'est autre chose, mais ça, c'est de la dissonance cognitive au quotidien. Alors, quelques données un petit peu pour étayer tous ces phénomènes. Donc là, j'ai une petite loupée là, de diapo, mais je vais mettre ça tout de suite. Voilà. Le monsieur là, que tout à l'heure je vous ai parlé insidieusement d'un rail de chemin de fer en travers du visage, c'est pour parler de ce patient illustre et très utile, dont le drame a été très utile. Un monsieur qui travaillait dans les chemins de fer, qui a reçu une baramine au travers du visage et qui a traversé son lobe frontal, et notamment la région amygdalo-hippocampique, et donc il s'appelait Phileas Gage, et son histoire est notamment très bien racontée dans le livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, de Antonio Damasio, et où on raconte que ce monsieur, en fait, a développé un syndrome très, très pur d'abolition de l'empathie, d'abolition des capacités émotionnelles, compassionnelles, voilà, neutralisation émotionnelle par accident. Et il faisait tout normalement dans la vie. Il était capable d'aller faire ses courses, de manger, dormir, voilà, il menait sa vie, mais on l'avait neutralisé. Et c'est comme ça qu'on a, c'est à travers de l'exploration assidue de ce patient qu'ont été explorés le rôle majeur de l'amygdale, alors pas l'amygdale de la gorge, hein, mais ici, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le système limbique, le circuit de récompense et toutes ces régions où le centre des émotions, et c'est pas que là, mais c'est une région absolument majeure, connectée avec des régions très importantes dans les phénomènes de mémorisation. Et en fait, on mémorise toutes ces émotions, on les mémorise. Je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir, qui est assez éloquente. Elle vient là, donc je la raconte là.
Euh, je regarde en ce moment une série, assez ancienne, pas terrible, mais qui est sur une agence de publicité à New York dans les années 60, et où on voit la vie d'une agence de publicité avec, c'est pas presque palpitant, mais en tout cas, on voit des professionnels en train d'élaborer des campagnes publicitaires. Ça s'appelle Mad Men. Je sais pas extraordinaire. Mais juste pour l'anecdote, euh, à un moment donné, ils font des pubs pour des voitures, des cigarettes. Mais à un moment, il y a la ketchup. Et donc, ils sont tous là à faire des projets concurrentiels. Alors, moi, je vais faire une grande affiche, moi, je vais faire une affiche comme ci, moi, je vais dire cela. Bon, chacun défend son bout de gras pour remporter la campagne. Et puis, j'écoute ça, je regarde l'épisode, puis le lendemain matin, en me rasant, je me dis, mais ils sont cons, il y avait une campagne publicitaire très facile à faire, ça serait de montrer un cow-boy, bien costaud, viril, etc. Et puis qui prend un steak sur un barbecue avec une barre, un truc de cow-boy, et puis la pose dans son assiette, avec un fond de montagne rocheuse, un beau cheval, et puis qui se met de la ketchup sur son steak, et qui dit le goût de l'Amérique. Ça aurait été facile. Vous la voyez, la scène. Et puis je vais au travail. Et puis dans la journée, j'ai une espèce de pensée récurrente. Je me dis, c'est bizarre, je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai inventé. Je me demande si je suis pas en train de recracher un truc que j'ai vu il y a longtemps. Donc je vais sur Internet, je regarde. En 3 secondes, j'ai trouvé. Alors c'était pas exactement la même image, mais c'était ça. Le goût de l'Amérique. Heinz, le goût de l'Amérique. En fait, j'avais stocké dans le fin fond de ma tête un truc complètement inutile, mais c'est les publicités, hein, que j'ai ressorti en pensant que ça venait de moi. Et donc, ma mémoire, elle est connectée aux émotions de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce à quoi nous assistons. Et dès le départ. Voilà une image d'un opérateur qui, de manière standardisée, reproduit des grimaces à un petit enfant, un petit bébé de moins d'1 mois. Et voilà la tête que fait le bébé. Donc ce sont des modules qu'on a en commun avec les mammifères, hein. Ce n'est pas des trucs qui sont réservés à Homo sapiens. Donc c'est extrêmement puissant, extrêmement précoce, et ça, très probablement, tous ces phénomènes de mirroring peuvent être utiles, mais peuvent aussi nous desservir lorsque nous les gérons plus ou moins bien. Alors, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous mettre cette image. Je ne sais pas si certains savent d'où elle vient, si ça vous dit quelque chose. Non. Mon oncle d'Amérique, Alain Resnais, film absolument... Pour moi, c'est le film. Je vous encourage à le regarder. Il y a un bon casting, hein, Depardieu, Nicole Garcia. Et dans le film, il y a des séquences, c'est 3 histoires, très enchevêtrées. Il y a des séquences du neuroscientifique Henri Laborie, qui était un scientifique un peu contesté, qui avait des théories, de la Poitiers, mais qui a beaucoup travaillé sur les comportements sociaux. Et qui, vous verrez, si vous regardez vraiment la vidéo, je vous encourage à la regarder, il montre une cage dans son laboratoire. Hein, le film est entrecoupé de scènes, c'est pour ça que là, il y a une intégration, une bagarre entre Depardieu et un collègue, mais à un moment donné, on le remplace par une tête de rat. Si vous mettez un rat dans une cage avec un autre rat, d'autres rats, et que vous électrifiez brutalement le sol de la cage, les rats vont se bagarrer. Parce que la meilleure façon d'éviter le stress, le traumatisme, c'est de transformer ce stress en action.
Et ben, on castagne comme ça, ça détourne l'attention, ça occupe. La violence ressentie, elle est externalisée. Si le rat est seul, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retourne la violence contre lui et il se laisse mourir. Et il se mange, il se lève le poil, enfin il se détruit. Parce qu'il peut refouler la violence, l'énergie négative sur rien. Alors, Maurice se sert de ça pour expliquer les comportements sociaux. Un film absolument exceptionnel. Vraiment, je pense que vous l'avez en film complet, gratuit sur YouTube, sans problème. Absolument exceptionnel. Et puis, j'ai pas résisté non plus à anticiper le futur et à parler de ça. Vous avez probablement entendu parler de Serge Tisseron, un psychiatre qui a pas mal travaillé sur les dangers des écrans pour les enfants. Alors, il n'est pas le seul. Collègue et ami à Lyon qui est chercheur au CNRS, s'appelle Michel Desmurger, assez connu, qui a écrit un livre qui s'appelle TV Lobotomie. Ensuite, ça a été suivi d'autres ouvrages dans le même style, hein, La fabrique du crétin, etc. Et Tisseron est en train d'introduire un concept de technoférence, c'est-à-dire l'interférence des relations sociales par la technologie. Et vous pouvez imaginer le développement de ce petit enfant dans cette situation-là. Pour faire court, le danger des écrans, on parle habituellement, là, on parle du temps passé devant les écrans. Donc moi, j'essaye de diffuser l'information et d'influencer un petit peu pour dire non, mais à un moment donné, il va falloir s'intéresser au contenu des écrans. Parce que quelques secondes suffisent à montrer une scène durablement traumatique. Pornographie, violence. Vous pouvez regarder après cette formation sur vos téléphones, regardez Google, non spécifique, Google Info, je ne sais pas quoi, YouTube, et regardez les contenus qui défilent. Et bien vous allez voir que sous des apparences dissimulées, la violence est omniprésente. Omniprésente. Et même une violence qui évolue, c'est-à-dire que maintenant c'est une violence à main nue. Il y a de plus en plus de bagarres à main nue. Moins besoin de pistolets, de mitrailleuses, d'outils, d'accessoires difficiles à se procurer. Le message implicite, c'est tout le monde peut envoyer un coup de poing à n'importe qui. La violence est accessible à tout le monde. Vous regarderez, vous ferez votre opinion. Oui. Dans le DU, vous nous aviez parlé du nombre de morts qu'un enfant de 16 ans avait vu, et c'était un chiffre effarant. Merci. À votre avis, alors c'est un chiffre qui remonte à il y a 10 ans, que je tiens de Michel Desmurger. C'est un chiffre qui a plus de 10 ans. Combien un adolescent de 16 ans, aujourd'hui, de combien de morts virtuelles a-t-il été le témoin? Tout confondu. Les jeux. YouTube, jeux vidéo, Internet, télé, tout. Tout écran confondu. Dites un chiffre. Comme ça. 50 000, 10 000, ça doit être 20 000. 50 000. 20 000, c'est un chiffre qui remonte à il y a 10 ans. Donc on doit plutôt être proche de 50 000. Hein. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez vu 20 000 fois quelque chose? C'est banalisé. C'est banalisé. Alors, l'impact des écrans, c'est les contenus, mais il y a un truc encore plus insidieux. Donc, il y a aussi les interactions sociales, mais il y a un truc plus insidieux encore, c'est que l'enfant découvre le monde derrière une vitrine. Et il ne manipule plus le monde. Il ne construit plus de cabane, il ne joue plus au cube et au Lego, il ne répare pas son vélo, il met pas le... Enfin, c'est pas, je vais faire... C'était mieux avant, mais voilà. Donc il ne manipule plus le monde. Et les psychologues et les sociologues disent, on va avoir des adultes qui seront des spectateurs, formatés spectateurs, et non pas réparateurs, créateurs. Donc c'est
c'est pas neutre. Hein. Donc je ne pouvais pas, parler de la technologie dans les processus, puisque aujourd'hui, quand même, ce sont des mécanismes omniprésents. Et je vais terminer par une interview de Yuval Harari, le type qui a écrit Sapiens, etc., toute cette série, et qu'on interview sur YouTube, vous pouvez trouver sur l'IA. Et qui dit il faut se méfier parce qu'on dit l'IA, comme s'il y avait une IA. Et en fait, il y en a des centaines aujourd'hui, il va y en avoir des milliers, et les humains vont se retrouver entourés, chacun, de milliers d'IA qui vont leur donner des milliers de points de vue différents. Et sans esprit critique. Donc laminé sur l'esprit critique et entouré de milliers d'avis qu'ils considèrent être meilleurs que le sien. Et qui vont finir par être meilleurs que le sien parce qu'il y a une telle maîtrise des données que on se dit, voilà. Moi j'ai expérimenté très personnellement lors d'un entretien dans un laboratoire de robotique au Japon, je me suis retrouvé à discuter avec un robot humanoïde connecté à ChatGPT. Donc une personne comme vous, qui était assise, genoux croisés, et on m'a regardé en train de discuter avec cette personne, il y avait des caméras partout, c'était à Osaka, et sur l'hypnose. Et je me suis retrouvé largué en 30 secondes. Les questions posées par le robot, par ChatGPT, étaient tellement difficiles, tellement me demandaient des pourcentages, sur trucs que j'étais incapable de répondre. Pourtant, c'est un sujet qui me passionne, que je connais, etc. Mais j'étais complètement largué. Et donc je dis à l'humain qui était à côté, je dis, c'est compliqué, c'est pas la barrière de la langue, c'est juste que là, c'est trop compliqué. Et il a souri, il s'est marré, en anglais, il m'a dit, dans un anglais approximatif, il m'a dit, oui, c'est un peu le problème. C'est que on va pas pouvoir vous élever au niveau nécessaire et il faudrait qu'on arrive à le baisser à votre niveau. On n'est pas parti. Ces gars, c'est plus fort que toi. Ces gars est plus fort que toi, voilà. Donc, voilà, et Harari dit, attention, nous allons être entourés de milliers d'IA qui vont nous donner des avis et on sera en difficulté. Il cite même une anecdote à laquelle je n'avais pas pensé. Il dit qu'il y a des gens qui travaillent sur la création de nouvelles religions par IA. C'est-à-dire que l'IA est aujourd'hui capable de maîtriser l'ensemble des textes des textes chrétiens, des textes de l'islam, des textes bouddhistes, etc. Ce qu'aucun être humain ne pouvait faire. Et que cette maîtrise de l'ensemble des textes va aboutir à l'émergence de concepts religieux nouveaux. Pas penser à ça. Alors, pour revenir à nos moutons, le Fidley a proposé un modèle qui n'est pas exceptionnel, mais qui... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une architecture de modèle qu'on ne voit pas très souvent. Comme ça, en sapin de Noël, je ne sais pas comment dire, mais d'habitude on voit des algorithmes, là, mais comme ça, avec un train et puis des choses qui s'accumulent, on ne voit pas souvent. Donc, une situation avec un patient exposé, enfin donc un soignant exposé à la souffrance, des capacités intrinsèques du soignant, une situation, un environnement, un contexte, et la personne se sent concernée par ce qui arrive au patient, et puis une réponse empathique, qui est le fruit de la combinaison de tout ça. Un succès ou un échec, enfin du moins un devenir du patient, il en reste un petit stress personnel, une petite frustration, un petit sentiment d'incompétence en fonction de la façon dont le patient a évolué, une capacité de prendre de la distance par rapport à l'issue de cette prise en charge, une certaine satisfaction, bonne, modérée ou mauvaise, de l'issue de cette... donc voilà, une résultante de tout ça, et puis un petit stress résiduel. J'aurais pu faire mieux.
Je me rappelle une fois une réunion où on annonçait à une famille la mort d'un jeune garçon de 14 ans qui avait fait une méningite tuberculeuse, donc quelque chose de terriblement grave, et on expliquait à la famille, c'était des gens d'Afrique noire, je crois, exactement, et on expliquait à la famille qu'on n'avait rien pu faire et que le garçon avait engagé, et que, bon. Et il y avait, je me rappelle, c'était Robert Debré, il y avait ces trois messieurs en costume traditionnel, et l'un d'eux, le père, je crois, a dit mais vous, les docteurs, vous soignez la maladie, vous ne soignez pas la mort. C'est pris ça un peu en gueule et ça m'a marqué. C'était il y a 30 ans. Donc, un petit stress résiduel, j'aurais pu faire mieux. En l'occurrence, quand je vous parle de ça, c'est que pour la... Je me souviens comment ça s'est passé. Il avait cette méningite, il avait un risque d'engagement très élevé. C'était un dimanche, j'étais d'astreinte, et on l'a descendu au scanner. À l'époque, il n'y avait pas encore d'IRM. Comme ça, on l'a descendu au scanner, et en fait, quand il a été allongé sur la table du scanner, il a engagé. Et donc, on a gardé l'idée que si on n'avait pas fait ça, il n'aurait pas engagé. Donc, en fait, on aurait dû le mettre en réanimation, plutôt que de le descendre au scanner. Pour un examen voilà, qui était nécessaire, mais qui n'était peut-être pas si urgent, et que pour des raisons de timing, il y avait un créneau, il y avait une fenêtre, le radiologue d'astreinte pouvait le faire maintenant, alors qu'en fait, on aurait dû le mettre en réa. Peut-être que ça se serait quand même passé, mais forcément, on se dit, bon, c'est de ma faute. Donc ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, des situations comme ça, avec des petits stress qui s'accumulent. Ça vient s'entrechoquer avec nos mémoires traumatiques, là, par exemple cette histoire que je vous raconte, il y en a une autre. Et puis on finit par construire une fatigue, petit à petit. Et pour peu que d'autres sollicitations et d'autres stress d'ailleurs arrivent, ben, ça fait un effet de ce qu'on appelle de double hit, hein, double stimulation, et puis à un moment donné, l'équilibre précaire se déstabilise. Voilà. Je pense que ce modèle qui date d'il y a 25 ans commence à dater un peu maintenant, hein, parce que les neurosciences, l'imagerie cognitive, etc., l'imagerie métacognitive amènent des renouveaux sur l'exploration des fonctions amygdalo-hippocampiques. C'est un modèle un peu simpliste, mais j'aimais bien l'architecture. Alors, pour terminer cette partie sur les diagnostics, il y a des outils, il y a un certain nombre de questionnaires. Il n'y a pas des prises de sang et des dosages fiables, mais en tout cas, il y a des auto-questionnaires qui sont élaborés, qui sont traduits en français. Donc, dans la formation, on apprendra à se servir de ces questionnaires. Par exemple, ce test d'usure de compassion qui comporte 40 questions, qui sont, là j'en ai représenté quelques-unes, avec des questions, donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire où vous êtes, mais rien ne me fait sursauter, je me sens étranger aux autres, j'ai déjà pensé qu'il me faudrait plus d'amis intimes, je fais des rêves troublants, semblables à ceux d'un patient, parce que les clients, bon, etc., etc. Et puis on remplit, on dit jamais, parfois, souvent, et donc ça c'est des points. Donc là c'est 5 points, là c'est 2 points. Et à la fin, on va prendre certaines questions, et on va totaliser le nombre de points, et on va prendre d'autres questions, et on va totaliser le nombre de points. Mais quand on répond, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et à la fin, il y a des tables où ont été établies des normes. Et donc, vous avez le score d'usure de compassion et le score d'épuisement compassionnel. Usure, épuisement.
J'ai fait le test, je me balade par là. Ça, je suppose vous dire de quand ça date. C'est assez ancien. Et vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Alors il y a d'autres questionnaires, hein, je ne vais pas les détailler tous, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il existe des outils de dépistage. Et c'est intéressant de le faire parce que je raconte mon cas personnel, c'est pas pareil d'avoir une suspicion et de se voir le score, se prendre le score en pleine figure. Alors que vous êtes en train de vous dire mais non, mais ça va. Ça va aller. Et du coup, Et ça de toute allait façon, changer des choses. Bon, c'est récent. Hein, c'est récent. Et là, j'ai envie de vous dire que, à ce stade-là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, C'est pas une puisqu'à partir du moment où nous sommes dans une position, qu'on le veuille ou non, de toute puissance, eh bien, expérimenter l'impuissance pour quelqu'un qui est dans la toute-puissance, c'est une dissonance cognitive. L'impuissance de ne pouvoir aider quelqu'un qui a vécu un traumatisme pour lequel on ne peut rien faire. Et, enfin, on en parlera après. Alors, on peut aussi utiliser des petites échelles individuelles. Là, tout à l'heure, je viens de vous montrer des échelles avec des normes, mais on peut aussi se dire que le sujet lui-même est sa propre norme, et son propre témoin. Et donc, on va utiliser ce genre d'échelle pour soi-même. Il n'y a pas de norme, mais ça permet de mesurer un petit peu son état, son score, périodiquement, de se dire où j'en suis, comment ça va, peut-être, je ne sais pas, sur une base annuelle ou plus fréquente. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, je vous en lis quelques phrases. Je prends jamais, parfois, souvent, en charge des choses qui sont au-delà de mon mandat, de mes missions. J'utilise jamais, parfois, souvent, des moyens de communication personnels avec mes patients. Je vis jamais, parfois, souvent, des émotions négatives envahissantes face au vécu de mes patients. Puis ensuite, il y a la ligne des jamais, des parfois, des souvent, et puis on arrive à se faire sa petite température émotionnelle, compassionnelle. Donc, il y a moyen d'utiliser des outils normés ou individuels pour monitorer un petit peu son état. Il y a les outils. Donc maintenant, rentrons dans l'action, dans la prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde juste là. des mains. 22 et j'ai droit jusqu'à quoi? 30. Je suis large. Prévention individuelle. Bien sûr, on peut utiliser, donc on est dans la prévention individuelle, on peut faire de la prévention institutionnelle quand il y a l'institution, et on peut faire du soin préventif ou curatif. Donc on va faire d'abord le côté préventif. Donc à titre individuel, ces échelles, ces autoquestionnaires, des stratégies individuelles assez évidentes, des techniques de relaxation, compassion, méditation, etc. pour ceux qui peuvent, et puis s'aérer l'esprit pour ceux qui peuvent, mais il y a des soignants, quand ils rentrent le soir, ils s'écroulent devant la télé, dans le canapé, et puis ils repartent le lendemain, et puis ils sont dans un petit isolement relationnel qui ne permet pas facilement de prévenir l'accumulation de ces poisons. Bon, ça c'est des choses assez basiques, mais qu'on ne fait pas. Cette prévention individuelle, on l'a fait, mais sans savoir qu'on l'a fait, et parfois même on ne la fait pas, oui. Est-ce que du coup, c'est pas un peu ce qui a été mis en avant avec le Covid, peut-être? Parce que vu qu'on était obligé de rester chez soi Oui. pour pas contaminer d'autres personnes, est-ce que ça va pas accentuer un petit peu cet effet Si. au niveau des soignants? Parce qu'on Tout à a fait. entendu parler que les Tout à soignants fait. ont un peu déserté. Tout à fait. Nous, ici, on avait mis dans l'Institut en place des séances de débriefing en visioconférence pour les soignants. On voulait utiliser l'hypnose, que les gens se connectent, et puis faire une sorte d'intervision, d'évacuation émotionnelle par Zoom. Personne ne s'est connecté.
Pourquoi? Très peu. Pourquoi? Parce que les soignants on était au feu. Et donc c'est maintenant que les gens s'éprouvent. Mais tout n'est pas lié au Covid. Hein. Non, non, bien sûr que ça a été. Ça me joue. Ensuite, sur le plan, on peut mettre des outils un petit peu plus élaborés que simplement ces petites choses de prévention, c'est-à-dire prendre conscience du fait qu'on a besoin d'indicateurs personnels et qu'il faut distinguer une journée de stress quotidien classique, qui peuvent être assez importantes quand on travaille aux urgences en réanimation ou sur l'autoroute en SAMU, etc., ou en psychiatre en consultation toute la journée, et distinguer ça des drames et des accidents, enfin des traumatismes graves qu'on rencontre 2-3 fois dans une année. Donc distinguer ces choses-là et être capable d'automatiser des comportements, d'avoir des déclencheurs, des routines pour faire face au quotidien mais aussi à l'exceptionnel. Et notez bien que quand on est dans un traumatisme, quand on a assisté à une scène traumatique ou qu'on a écouté un récit traumatique, on est dans un état de sidération qui ne permet pas d'accéder aux ressources. C'est-à-dire qu'on ne se sent même pas, on se sent sidéré, comme dans un post-trauma. J'ai des collègues qui ont raconté que quand ils rentrent d'avoir annoncé la mort d'un enfant à des parents, ils rentrent chez eux, ils ne savent plus où ils habitent et ce qu'ils doivent faire. Le corps ne sait plus quoi faire, le cerveau ne sait plus quoi faire, et on est bêté, sidéré. Après, c'est peut-être normal. Enfin, moi, ça me résonne dans certaines choses. Il y a des situations bien particulières. Je me dis, c'est normal que pendant quelques jours, ce soit là. Ce qui serait dérangeant, c'est qu'après, ça nous empêche, je sais pas, au bout de 5 jours, moi, c'est ma limite pour moi que je me suis donnée. C'est au bout de 5 jours, si ma vie, elle reprend pas, entre guillemets, un cours normal, et ben là, il faudrait peut-être aller faire aider par divers professionnels. Et on a quand même chacun nos limites, et le début, c'est un peu normal quand même. Tout à fait. Donc il peut y avoir des choses simples, il peut y avoir aussi des routines un petit peu plus sophistiquées quand ça dure un peu exagérément. Alors là, j'ai cité des choses basiques, le point neutre émotionnel, un loisir agréable, un lieu sécure, ou tout autre script qui vous conviendrait. Des petites routines d'auto-hypnose, agrémentées de gestes d'ancrage pour les activer de manière automatisée. Bien souvent, l'objet transitionnel, c'est la pause à l'office avec la cigarette. J'ai pas mis un paquet de cigarettes parce que je ne pouvais pas, mais la vapote, bon voilà. Ça serait bien que l'objet transitionnel, ça soit autre chose que du poison. Et même des conflits sont des moments de stress dans le milieu professionnel. Donc il y a l'impuissance et puis il y a des conflits. Alors, en termes de prévention institutionnelle, il y a des choses qui commencent à apparaître. Effectivement, plus vous descendez profond, plus il faut faire des paliers de décompression. Et on commence à avoir des réunions bimortalité, des séminaires de formation aux risques psychosociaux, des réunions de cohésion en équipe, etc. Mais c'est balbutiant, et puis les gens ne sont pas formés, donc parfois on peut stigmatiser la personne qui se semble un peu à l'écart, etc. Donc c'est balbutiant, et encore une fois, rien pour les libéraux qui sont tout seuls. Maintenant, les approches curatives. Eh bien, effectivement, il faut quand consulter, quand se faire aider, quand se dire non, mais là, je ne vais pas m'en sortir tout seul, ça dure anormalement, ça m'envahit anormalement. Déjà, il faut repérer que c'est récurrent. Et donc, alors je mets cette photo parce que au CHU de Tours, ils font la promo en ce moment de séances de luminothérapie. Donc on met les soignants devant des lampes et puis on s'en va, c'est tranquille, ils vont le guérir tout seuls, voilà. C'est sympa. Mais on peut aussi aller voir des professionnels. Et donc c'est pour ça que j'ai indiqué un certain nombre de thérapeutiques. Le psychotrauma, on parle beaucoup de Line Movement Desensitization and Reprocessing, ou EMDR, dont on ne comprend pas très bien les modes d'action. Et puis nous, ici, on a un maître qui nous apprend à faire mémé.
vous savez, mais mouvement alternatif des yeux, qui est une sorte de MDR robuste en accéléré, façon Dominique Méglet. Mais effectivement, il faut pratiquer ces choses-là. On ne peut pas sortir les mouvements alternatifs des yeux avec le culot, l'aplomb, la robustesse qu'il faut pour faire le Photoshop mental. Donc ça, c'est les mouvements alternatifs des yeux, c'est mémé. Et puis, il y a d'autres gens comme Éric Bardot, par exemple, qui ont développé l'HTSMA, qui s'appelle maintenant TLMR ou TMTR, thérapie des mondes traumatiques et résilience. C'est assez complexe, c'est assez sophistiqué, c'est intéressant, mais c'est assez technique. Effectivement, moi je suis assez sensible à des techniques ultra robustes, ultra rapides, qui ne s'embarrassent pas de suggestions indirectes et qui sont très directives dans des situations où il faut casser la forteresse rapidement. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul, il faut se faire aider et il faut des gens qui savent faire. Or, il y a tellement de soignants et il y a tellement de situations que entre un Dominique Méglet et puis des petites relaxations d'étirement à l'office, il faudrait peut-être des soins de niveau 2. Et ça, c'est vous. Ça, c'est les praticiens en hypnose qui peuvent faire des choses sans nécessairement faire des choses un petit peu plus sophistiquées par des professionnels, mais on peut faire des choses. Donc ça serait de la prise en charge de niveau 2. C'est-à-dire qu'entre l'étirement et le MDR, il y a des choses à faire. Donc, par exemple, des bouquets de séances assez classiques, alors je ne vais pas les détailler parce que vous connaissez, mais des scripts de base, hein, loisirs agréables, le sécure, ne rien faire, le hamac, etc. Des scripts de neutralisation émotionnelle, comme le point neutre émotionnel, comme la métaphore de transformation dynamique, comme les bras grossiers. Des contes métaphoriques, hein, le AC de acétouillé, l'histoire de Mithridate, le roi et la lune, arrêter de s'empoisonner la vie, enfin des choses où, si vous voulez, la combinaison de ces approches assez classiques que vous apprenez, que vous maîtrisez tous, peut permettre de représenter une prise en charge de niveau 2, avant de dire, bon ben là c'est plus complexe, il faut aller voir un spécialiste. Les techniques d'apprentissage réussi, hein, qui sont des régressions en âge de niveau modéré, hein, ceux qui ont été voir avec lui, donc c'est pas les régressions profondes, hein, c'est les régressions qui se terminent bien. Les ateliers machines, donc le gant magique c'est une machine, mais le caisson hypnotique c'est une autre machine, et voilà, le caisson, ça c'est un caisson qui est au Canada, institutionnel dans un établissement, mais ça c'est des caissons gonflables qu'on peut transporter sur des zones de qu'on utilise dans les accidents de plongée, mais qu'on utilise aussi dans les intoxications au monoxyde de carbone. Donc maintenant, il y a pas mal d'endroits où il y a des caissons de décompression, et donc effectivement, là je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, et puis c'est dans la formation, mais vous me voyez arriver avec mes gros sabots, les caissons hypnotiques, voilà, c'est une machine qu'on peut très facilement construire, on peut très facilement aider la personne à construire, puis ensuite faire vivre en hypnose formelle, puis ensuite ancrer en auto-hypnose, et puis chaque fois que la personne en a besoin, elle se fait son caisson hypnotique. Et ça, vous savez faire, vous pouvez faire tout ça. Donc effectivement, là, je vais passer cette diapo qui se voulait un peu rigolote, mais c'est pour en formation, quand on aura le temps de faire les exercices. Je simule cette situation, j'écoute le patient, le récit de sa souffrance m'enveloppe et je m'en imprègne. Comme un gaz invisible, il se dissout dans mon espace mental ainsi que le sang. Et si je reprends le cours de ma vie sans faire de palier de décompression, en vertu de la loi de Henry, ce gaz toxique peut obstruer mon esprit, semblable à une véritable embolie gazeuse. Et donc le travail consiste à faire du caisson hypnotique pour laisser se dissoudre tranquillement ce gaz toxique pour que, en remontant à la surface, eh bien, et dans la vie et dans le soin, eh bien, ce poison se soit dissous et ne fasse pas des bulles qui vont... Voilà. Alors là, je peux vous emmener vous faire une induction rapide, vous mettre en catalepsie, en vous expliquant que la pression partielle du gaz à l'état, du soluté à l'état gazeux est reliée à la fraction molaire de la substance à l'état liquide. Et puis voilà, fermez les yeux.
Autrement dit, si je n'opère pas de décontamination émotionnelle à l'issue de cette plongée dans le monde traumatique de l'autre, un accident de décompression peut survenir et correspondre à peu près à une expérience de mort imminente symbolique. Donc, idéalement, j'annonce un diagnostic grave le matin, l'après-midi, je fais du shopping. Et c'est pas dans nos circuits, ça. Voilà. Et il faut même un palier de décompression pour pouvoir prendre le recul nécessaire et se dire là, ça fait 5 jours que ça dure, mon mari me dit t'es pas là, t'es pas avec nous là. Laure Wagner a raconté ça. Elle travaille vous voyez qui c'est, Laure Wagner elle travaille aux urgences, elle a vécu une scène épouvantablement traumatique et son mari qui est en soins aussi lui a dit Laure, t'es pas là en fait, ça fait 1 mois que t'es pas là. Donc il faut parfois quelqu'un pour vous sortir du... Et pourtant, c'est des gens qui sont ouverts à sensibiliser à toutes ces choses-là. Donc, du caisson hypnotique, et on peut même faire du caisson à plusieurs. On peut même faire des séances de groupe. Ça, en fait, c'est à je sais plus si c'est à Toulouse ou à Montpellier, mais c'est pour les intoxocélos. Collectifs. Donc, on peut faire des séances collectives. Voilà, qualité de vie au travail, donc ça c'est les dernières diapositives, c'est effectivement cette tendance de la qualité de vie au travail émerge de plus en plus. Elle se confronte au lean management et à la pressurisation, mais il y a quand même maintenant des obligations pour les employeurs de respecter des droits et des règles de qualité de vie au travail. Donc on peut espérer que ça émerge. Il faut que ça émerge et il faut qu'il y ait des professionnels qui soient compétents, formés, capables de créer peut-être des cellules de prise en charge. Et je pense, personnellement, je pense que tout soignant devrait être obligatoirement dans un processus au moins d'intervision. Alors voilà des questionnaires de qualité de vie au travail, ce qu'on appelle le questionnaire ProQL, qui se trouve très facilement sur Internet. Donc il y a des questions, je me sens épuisé par mon travail, je suis la personne que j'ai toujours voulu être, j'aime mon travail, j'évite certaines activités ou situations car elles me rappellent des expériences effrayantes faites par des gens que j'aide. Donc voilà, un questionnaire qui permet d'obtenir des scores utiles aussi et qui devrait être diffusé. Je suppose qu'aucun de vous n'a jamais rempli un questionnaire ProQL. Voilà, donc il faut aller vers ce changement de culture. Les soignants ne sont pas des surhommes et ils ont des soucis comme les autres et ils ont besoin qu'on les bichonne parce que de moins en moins. Et effectivement, en conclusion, ça existe. Il y a des outils diagnostiques, il existe des mesures de prévention, il existe des mesures thérapeutiques. L'hypnose a toute sa place parce que justement, ces situations mettent en jeu des mécanismes irrationnels, inconscients, et que ça, c'est notre champ de compétences. Il y a une dynamique de changement, mais que nous devons accompagner pour qu'elle puisse véritablement émerger. Et comme elle disait souvent ma maman, quelques références. C'est pas du tout exhaustif, hein, mais quelques articles de Charles Fidley, qui a travaillé sur le 11 septembre aussi. Il y a une vidéo qui est pas mal de lui sur YouTube, une interview qui a été bien faite. Il y a Mon oncle d'Amérique, c'est obligatoire. Et puis il y a l'interview de Serge Tisson aussi qui est pas mal, enfin bon, autre chose. Il y a, voilà, c'est quelques livres que j'ai utilisés pour faire enfin, préparer ça. Le bouquin de Charles Fidley. Voilà. Puis s'il me reste 1 minute pour vous raconter une dernière petite anecdote, et après, j'ai déjà trop vu, donc je vais m'arrêter là. Avez-vous des questions? L'anecdote, c'est que le roi, il a des pouvoirs divins. Il a le sang bleu, hein, donc il n'est pas comme vous et moi, hein, il a un sang miraculeux. Bon, en réalité, il a le sang bleu, vous savez pourquoi?
Parce qu'ils se reproduisent entre eux, donc il y a de la consanguinité, donc ça fait sortir des maladies génétiques, donc ça fait sortir des cardiopathies cyanogènes, et donc le sang est mal oxygéné, donc ils ont le sang bleu. C'est pas, Et le traitement, c'est de remettre de la tête. c'est un recadrement. Et donc, nous sommes dans une situation délicate parce que le roi a des pouvoirs divins. Sauf que, dans le village, dans le royaume, il y a des guérisseurs qui font des trucs incroyables, qui guérissent les gens, avec des plantes, avec des potions, avec des trucs. Donc c'est embêtant, parce qu'il y a concurrence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les brûle. On les attaque, on les chasse, on les excommunie, on se débrouille pour les faire dégager, s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ils sont partis se cacher dans la forêt, les survivants, et on crée l'ordre des médecins, qui est une espèce de bande d'olibrimus incompétents, avec des grands chapeaux impressionnants, des grandes seringues impressionnantes. Ils font des saignées à peu près pour tout. Les gens meurent, après on fait passer quelqu'un qui dit que c'est mieux comme ça. Et puis finalement, on a une espèce de corporation docile qui reproduit des recettes et qui est asservie. Et il est possible que nous soyons les héritiers de ça, de cette corporation asservie, docile et stupide. Et quand les gens ont besoin de se faire soigner, les guérisseurs ils sont dans la forêt, et celui qui sait que le guérisseur est venu dans le village et est là pour soigner les maux dont les gens ont besoin, c'est le bûcheron. Et le bûcheron, il vient à la taverne pour prévenir les villageois que le guérisseur est là et que si les gens ont besoin, discrètement, ils peuvent aller se faire soigner par les plantes, par les potions, par les techniques. Et donc il a un sésame, une formule magique pour prévenir les villageois que le guérisseur est là. Et Charles, c'est un prénom assez répandu dans ces moments-là, voilà, c'est un prénom classique. Et donc il prévient les villageois que Charles attend. Il faut qu'on l'organise. Je voulais voir un petit peu l'écho, le retour qu'il y avait au travers de ces deux ateliers. Voilà, on va essayer de mettre en place une formation sur 2 jours, un peu comme celle qu'on fait ici, pour former des acteurs de prise en charge. Est-ce que ça serait des formations où vous seriez susceptible de bouger, aller dans différents endroits de France? Oui. Parce que c'est vrai que bon, ça fait des fois de la route de venir ici. Oui. Et c'est intéressant pour plein de monde. Ouais. Et étonnamment, à l'issue de la formation du premier atelier, j'ai des gens qui sont venus me trouver en me disant si vous créez un groupe, enfin si vous créez une cellule ou quoi, je peux vous aider. Bah, surtout, c'est des choses, ouais, c'est intéressant. D'abord, il faudra que vous nous aidiez à ce qu'on puisse aider. C'est ça. Puis c'est plus loin des projets d'institutions où on commence à mûrir, en fait, dans Oui. nos têtes, sans savoir comment. Ouais. Donc en fait, dans les institutions, et encore une fois, j'ai toujours une pensée pour les libéraux. Ouais, qui sont bah, ceux- c'est ce que je veux dire, les médecins généralistes aussi. Mais dans les institutions, ils commencent à avoir donc des sortes de direction de la qualité, des cellules qualité. Et donc c'est par ce canal-là qu'il faut créer un truc en faisant prévention. En ce moment, on peut peut-être en profiter grâce à ça, de toute façon, Ouais. dans les hôpitaux. Les libéraux, pour les isoler, quelle que soit leur spécialité, il y a une CPTS qui existe. Oui. Oui. Et par ce biais-là, je sais parce que après la Covid, sinon l'histoire, je suis un peu dans une CPTS, alors que je travaille dans une clinique, et il y a moyen d'intervenir par ce biais. Ouais. Je pense qu'il y a des Ils ont des budgets. ils ont des budgets pour les formations de leurs adhérents. CPT, c'est Communauté professionnelle de territoire excentré. C'est ça? C'est les libéraux, infirmiers, kinés, dentistes, médecins. Oui, enfin, sont représentés là-dedans. Nous, on en a une aussi qui a pris. Ah, en plus, les ARS interviennent beaucoup sur les CPTS parce qu'ils leur transmettent des plans d'action dans des situations sanitaires exceptionnelles. Donc ils ont des budgets pour différentes lignes de création et notamment la promotion.
Mais vous voyez, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai pas vu l'hypnose mentionnée comme évidemment utile dans ces situations. Donc j'ai injecté l'hypnose, mais c'est une évidence que l'hypnose est la clé. Et j'ai vu beaucoup de mindfulness. Hein. J'ai pas vu l'hypnose. On peut simplement mettre ça sous un génétique de communication. Absolument. Mais c'est quand même... C'est le constat de cette incohérence qui m'a frappé. Je veux dire, c'est à nous de le faire, en fait. C'est nous qui sommes les acteurs de ça. Et en fait, ça n'est pas... Voilà, donc il faut qu'on rentre là-dedans et qu'on s'invite et qu'on s'impose dans le truc. Parce que là, c'est que de désamorcer des biais irrationnels. Sûrement, si c'est proposé avant qu'il y ait des choses un peu plus importantes qui s'installent, au final, les gens ils se sont débarrassés de choses qui sont traumatiques au fur et à mesure, et il y aura moins l'effet final de l'usure vraiment comme il peut y avoir maintenant. Oui, je pense que c'est surtout proposé régulièrement. Ma génération qui est menacée, parce que les jeunes, ils ont une posture déjà plus distanciée par rapport, ils sont peut-être moins engagés. Et ils sont déjà plus dans des choses où régulièrement on dépose. Voilà, je peux vous prenez un café. Merci.